Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de l'édito JV consacré aux abonnements online, que ce soit le Game Pass, le PlayStation Plus ou le Nintendo Switch Online. Moi, c'est Jean-Loup et je suis toujours avec mon cher collègue Jacques Laurent. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va fort bien et toi? Eh ben, écoute, ça va très 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 bien. Toujours un plaisir d'animer ce petit podcast avec toi, surtout sur un sujet aussi important dans notre sphère vidéoludique. Mais oui, c'est plaisir partagé. En effet, gros sujet qui nous attend aujourd'hui, parce que mine de rien, c'est, maintenant bien installé dans le paysage vidéoludique, hein, le les services par abonnement. Mais, on va, essayer de décortiquer un peu les politiques éditoriales de chaque éditeur, enfin de chaque constructeur derrière, leurs abonnements et les abonnements qu'ils proposent. Voir un peu à quoi s'engagent les joueurs, comment, comment dire? Comment sont rémunérés, les gens derrière, à quoi ça engage quand on s'abonne et tout ça, donc un vaste sujet. Un vaste sujet, surtout que, beh, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est de plus en plus présent dans notre le monde de jeux vidéo, mais même en dehors de ça, hein, le service de streaming, à l'abonnement que, bah, comme on l'a vu avec le gros, le Big N, le Big N Oui, ou rouge Netflix. Tu as un gros catalogue de séries, de films et tout pour 10 € par mois, enfin un peu plus, maintenant ça a augmenté. Et c'est ce qui est présent, par exemple, dans le Game Pass, cet abonnement où on a un grand choix un grand catalogue de jeux vidéo. ouais, Mais du coup, voilà, du coup, ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode de l'édito JV, c'est, comme tu l'as dit, de décortiquer tout ça, de voir les différentes offres et du coup, quel impact ça a sur l'industrie du JV, parce que c'est quand même de plus en plus présent. Et en vrai, sur certains points, c'est très cool, sur d'autres points, c'est moins intéressant, ou alors en tout cas, là, c'est de mon point de vue, un peu plus malsain. Donc, on va voir tout ça ouais. ensemble, et puis c'est parti. Ça marche, générique et on se retrouve tout de suite après. Et donc, nous voilà réunis pour, parler d'un gros sujet, les abonnements de jeux vidéo online. Donc pour attaquer, on va, diviser un peu notre petit podcast en plusieurs parties. On va faire une petite intro vite fait, pour, faire un petit état des lieux de ce que sont les différentes propositions. On va aller après en détail dans l'Xbox Game Pass, dans le Nintendo Switch Online, dans le PlayStation Plus Extra Premium Spartacus LOL. Après, on va faire, un petit bilan, sur, les différences de politique éditoriale de chacun et on finira bien sûr avec votre moment préféré, les recommandations du moment. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Bah, écoute, on va déjà commencer par faire, comme tu l'as dit, un petit état des lieux des différents abonnements avant de rentrer dans le vif du sujet avec le Xbox Game Pass. Alors c'est vrai que du coup ça se démocratise de plus en plus, l'abonnement streaming, Oui, de jeux vidéo. Là, il me semble que la première version de ce service, c'est avec justement le Xbox Game Pass, ouais, qui est entré, je crois que c'est en 2017, la première version du Xbox Game Pass. de tête, il me semble que c'est ça, ouais. Et même, en fait, même tous les éditeurs et même comment dire, il me semble justement que Google avait essayé de faire ça avec Google Stadia, qui avait essayé de se faire leur abonnement par mois et tout, mais qui s'est un peu cassé la gueule. Je crois que c'est officiel, ça a fermé il y a pas longtemps, il me semble. Ouais, c'est mort Euh, là, c'est-à-dire. ouais, c'est complètement mort, Google Stadia. Même en tant qu'éditeur, il me semble que Ubisoft avait lancé sa proposition personnelle, ou alors je sais plus exactement ça. C'est vrai que j'ai pas creusé ce propos-là, mais il me semble que, ouais, Ubisoft, soit ils avaient essayé de lancer leur propre service il y a quelques temps, soit ils se sont alliés justement à Microsoft. Je sais plus quel. Alors en fait, on peut accéder à leur service qui s'appelle, Uplay ou Ubisoft Play, qui permet d'accéder, au prix d'un abonnement, je sais même plus à combien c'est, je crois que c'est entre 5 et 10 € par mois Ouais. à, bah, au catalogue Ubisoft quoi, en ligne. Donc, oui, c'est une espèce de pseudo Game Pass, chez Electronic Arts aussi, il y a le EA Play qui est un peu du même acabit.
Mais du EA Play, on peut en effet y accéder directement par le Xbox Game Pass, mais ça, on en reparlera aussi. Ouais. Donc, chacun des gros éditeurs a envie clairement d'avoir sa part du gâteau parce que la promesse qu'il y a derrière ces abonnements, c'est quoi? C'est qu'on paye pas très cher tous les mois et derrière, on peut jouer à un énorme catalogue de jeux et donc c'est séduisant. C'est séduisant pourquoi? Parce que faire payer un tout petit peu tous les mois, ça passe tout de suite mieux que de faire payer beaucoup en une seule fois, tout Bah, simplement. c'est clair qu'en plus, même avant qu'il y ait vraiment la démocratisation des jeux en dématérialisé, tu achètes un jeu vidéo, c'est quand même entre 40 et 60 € plein pot pour un seul titre, tu vois? Et après avec l'arrivée des jeux en dématérialisé, que ce soit sur Steam, sur l'Epic Games Store, sur tout ce genre de choses, ça a quand même abaissé les prix. Parce qu'il y avait, quand même plus les prix, il y a plus tout ce qui est la distribution ou la construction de la jaquette ou même de ce genre de choses qui n'est plus prise en compte dans ce cadre-là. Et du coup, ça a quand même vachement baissé les prix des productions de jeux vidéo. Puis tu Oui, peux facilement trouver même des codes sur Internet. Enfin, tout ça pour dire que, en gros, plus tu avances, plus les offres pour toucher à des titres, elle est de plus en plus, en tout cas sur le papier et dans le meilleur des cas, plus abordable. Et ça se ressent avec ces abonnements qui, pour un prix qui est pour le moins cher, qui est le Nintendo Switch Online, je crois que c'est 50 € par ouais, an, je crois, le plus bas, ouais, un truc comme ça, le ouais. tarif le plus C'est c'est bas. 3,99 € par mois, je crois. Ouais, c'est ça, donc ça fait environ 50 € par an, 40 € par an, un truc comme ça. Et donc c'est clairement plus abordable sur le papier, parce qu'encore une fois, c'est un peu vicelard comme technique. On pourra en reparler dans la dernière partie de ce podcast, mais Ouais, c'est un peu vicelard parce qu'on paye 10 € par mois, mais je pense que tous les gens qui ont Netflix se sont déjà retrouvés à payer 10 € par mois et à pas toucher une seule fois à son abonnement Netflix parce que ça demande du temps, hein. Et certes, on a un gros oui, catalogue, mais on sait pas on sait pas ce qu'on veut regarder, ou alors c'est très situationnel et on paye toujours quand même 10 € par mois. C'est un peu le côté un peu malsain, je trouve, en tout cas de mon point de vue de l'abonnement. ouais. Même si sur le jeu vidéo, c'est encore autre chose. Mais on pourra creuser ça. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on se lance directement, dans la bataille. On va parler du Xbox Game Pass du coup. C'est ça, allons-y. Du coup, on va parler du Xbox Game Pass. Alors, comment marche le Xbox Game Pass? Ben, c'est un service qui est lié à la grosse entreprise qui est Microsoft, qui permet de jouer un grand catalogue de jeux pour un abonnement mensuel. Donc, c'est le premier gros service de gaming en streaming, on va dire, Mmh. du jeu vidéo, qui est du coup, comme je l'avais dit, sorti en 2017. Et en Ouais, dehors de la de la possibilité de jouer en cloud gaming, on peut jouer vraiment hors connexion. C'est-à-dire qu'on télécharge les jeux, mais on peut y jouer en l'ayant directement sur le PC. Mais il faut toujours payer l'abonnement par mois. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne si on couple complètement la connexion Internet de notre PC. C'est vraiment, même si on n'a pas payé l'abonnement, je crois que ça bloque totalement l'accès au jeu. ouais, tout à fait, on peut plus y accéder. Alors, il y a des petits malins qui ont, enfin, si on cherche bien, on peut trouver des patchs qui permettent quand même d'y accéder, une fois qu'on a coupé sa connexion, mais c'est pas légal et c'est pas bien. Mais il y Oui, a moyen. c'est pas le principe de la chose, quoi. C'est ça, c'est pas le principe. Mais du coup, par contre, le Xbox Game Pass, c'est comme je l'avais dit, le premier gros service de ce genre-là. Et Oui, c'est même justement tout l'intérêt de Microsoft qui a, depuis quelques années, même vraiment il y a longtemps maintenant, avec les premières Xbox et les premières PlayStation, on connaît évidemment ce fameux combat, cette fameuse guerre des consoles entre Sony et Microsoft, qui oui, n'a jamais été réellement gagnée par Microsoft. Au niveau des ventes des consoles, ne serait-ce que de ça, oui. mais qui, pour le coup, par contre, a clairement gagné cette guerre du service, parce que le Game Pass, c'est quand même vraiment la figure de proue de Microsoft dans sa vision du jeu vidéo et de sa manière d'aborder la chose. Ouais, tout à fait, ouais et puis, comment dire? Il n'y a pas un seul Game Pass, en fait, il y en a plusieurs. Bah, je fais une petite, aparté technique, vite fait. C'est que, en fait, quand on parle du Game Pass, on va parler bien sûr de l'intégralité des abonnements du Game Pass.
Donc, il y en a 2 pour faire simple. Il y a le Game Pass Ultimate qui, est à 12,99 € par mois, qui permet d'avoir accès aux jeux du Game Pass, sachant qu'il y a aussi des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One auxquels on peut accéder, et on accède aussi au service EA Play, donc Electronic Arts Play, avec une sélection de jeux Electronic Arts sur lesquels on peut jouer, et on a aussi le, PC Game Pass et le Xbox Game Pass de base qui est à 10 € par mois. Donc, ça, c'était, la petite aparté technique, et en effet, comme tu le disais, Microsoft mise énormément dessus parce que, à défaut de gagner la guerre des consoles, ça permet une rentrée d'argent absolument colossale pour Microsoft. Pour information, en juin 2022, on était à 25 millions d'abonnés au Game Pass. Ce qui Donc, est énorme pour le coup. ben, c'est ça, hein, on fait une simple multiplication, hein, 25 millions d'abonnés fois 10 €, ça fait 250 millions de rentrées brutes Ouais. par mois pour Microsoft. Ce qui est absolument colossal, et en fait, justement, ils le savent, hein, parce que vraiment, que toute leur politique, toute leur publicité, tout leur marketing tourne autour du Game Pass. Voilà, pour faire une petite aparté, moi, quand j'ai acheté, par exemple, un nouveau PC portable en janvier dernier, et dans mon achat, j'avais carrément un abonnement du Game Pass pendant 3 mois, à 1 €. Ouais, Et en fait, vraiment, même à la sortie du Game Pass, il y a quelques années, je me rappelle, il y avait énormément d'offres de Game Pass à 1 € et tout, même, ouais. même des offres en achetant tel truc, tu avais des abonnements gratuits ou très peu chers. Même quand tu achètes des Pringles, tu as des abonnements gratuits Non, mais d'un vraiment, mois ou c'est 2. c'est assez assez ça devient même une blague, même, comme on a pu le voir, lors du Summer Game Fest de cette année là, mi-juin, à la mi-juin, quand la conférence Microsoft, tous les jeux, à part quelques petites exceptions, sortaient dans le Game Pass, Ouais. et c'était même, encore une fois, c'était vraiment même une volonté marketing de dire: «Ça va sortir dans le Game Pass», tous les jeux pratiquement sont dans le Game Pass, que ce soit Redfall, que ce soit le DLC d'Hollow Knight, que ce soit Starfield, il me semble. Donc, c'est clairement une volonté de tout proposer dans ce service-là, et c'est leur volonté à Microsoft. Ouais, tout à fait. Sachant que, il y avait une petite blague, qui circulait dans les, milieux journalistiques. C'est que, lors des derniers, E3, lorsque ça existait encore et qu'il y avait des interviews avec les développeurs, quand les développeurs présentaient leurs jeux, il y avait 2 questions qui revenaient systématiquement et qu'on leur posait. C'était la question numéro un: «Est-ce que ça sort sous Switch?» et question numéro 2: «Est-ce que c'est Day One dans le Game Pass?» Tu vois, c'est devenu, enfin, c'est tellement ancré dans les mentalités maintenant que, même dans la sphère journalistique, ça devient l'indispensable, quoi. Et C'est même, je trouve que c'est une des offres, on pourra en reparler avec les autres offres, des autres constructeurs, mais c'est quand même une offre assez saine, dans le sens où vraiment il y a quand même beaucoup de jeux vraiment très différents. En oui, termes de style, il y ouais, a ouais. vraiment, que ce soit, on peut passer du petit indé à la Stardew Valley, ou Slime Rancher, ou ce genre de choses, Spiritfarer ou quoi que ce soit, à des gros triple A. Et pour vraiment, il y a des offres tout le temps, il y a toujours pour 10 € par mois, si vous avez le combo Game Pass, PC, Xbox, avec une Xbox Series ou une Xbox One même, hein, Mmh. vous avez vraiment de quoi faire en termes de jeux vidéo, et ce serait même assez rentable, je trouve, assez rentable, même si, oui, encore une fois, il y a la contrainte de temps qui est souvent mis de côté quand on s'intéresse à ce genre d'abonnement. Ouais, Parce qu'on paye certes 10 € par mois, mais dans le meilleur des cas, on a 10 voire 20 heures de jeu par semaine, ce qui est déjà énorme, mais en même temps, pour 10 € par mois, bon, voilà, il faut vraiment, en fait, quand il y a cette histoire d'abonnement, il faut rentabiliser cet abonnement-là. ouais. Ouais, ouais, complètement, et sachant qu'il y a aussi, comme tu disais, il y a la palette éditoriale est très vaste, hein, dans le Game Pass. Ça, c'est vraiment, l'une des forces du jeu et de la proposition, pardon, et l'autre force, c'est qu'avec le cloud gaming qu'ils ont inclus et qui commence vraiment à prendre du poids dans la proposition, c'est que on peut accéder à son catalogue partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a téléchargé l'application, Xbox Game Pass sur, une tablette, sur un téléphone, et qu'on peut y coupler une, manette en Bluetooth, on peut jouer partout, et ça, c'est absolument, enfin, c'est une fois qu'on l'a essayé, ça devient dingue. Moi, je parle de mon cas particulier. Moi, je suis quelqu'un qui, a l'habitude de jouer, assis sur le canapé, face à l'écran, ou, avec mon combo clavier souris sur mon PC.
et j'étais vraiment pas convaincu par la proposition, Game Pass plus tablette, mais une fois que tu as essayé ça et que tu peux jouer, mais genre partout, Ah ouais? dans le train, dans ton lit, chez des amis, machin, à partir du moment où il y a une connexion et que tu as ta tablette et une manette, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et c'est d'une efficacité qui est dingue. On sent la puissance financière, des architectures et des hardware Microsoft derrière parce que, tu as une fluidité de connexion et tu as un confort de jeu qui est vraiment très, très surprenant, quoi. Mais justement, je pense qu'ils ont vraiment, depuis quelques années, comme on l'avait dit, ils ont vraiment focalisé là-dessus et tu as presque réussi à me convaincre à prendre le Game Pass là. Mais, mais pour le coup, c'est clair que vraiment, il y a un gros travail qui a été fait sur cette structure globale de cloud gaming. Ouais, Mais ouais, par contre, en dehors de ça, je voulais quand même rajouter par rapport au temps de jeu par rapport à l'abonnement, c'est vrai que c'est assez compliqué à appréhender ce genre de choses parce que pour 10 euros par mois, il faut vraiment avoir le temps, vraiment, je le répète, de rentabiliser la chose. Parce que oui, sinon, il faut acheter les jeux en indépendant. Il faut vraiment avoir cette conscience-là que le Game Pass, c'est vraiment pas un truc où il faut le prendre à la légère parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de temps. Il faut vraiment être un passionné de jeux vidéo pour vraiment, vraiment passer d'un jeu à l'autre ouais, assez rapidement. ouais Ne serait-ce que. Vas-y, dis-moi. et je pense que oui, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que c'est une proposition, qui, si dans les publicités, on dit que ça s'adresse à tous les joueurs, dans le fait, c'est pas le cas. Dans les faits, le casual gamer, il va pas trouver son compte dans le Game Pass. Parce qu'il va se retrouver à payer 10 € par mois pour jouer à son Assassin's Creed, à son Far Cry, ou à son Call of. Je caricature, hein, bien évidemment, mais pour y jouer 5-6 heures par mois, la facture, elle est salée à la fin, hein. Ouais, Ça fait c'est clair. vraiment mal. Alors que, quelqu'un qui, qui travaille dans le domaine ou qui est, vraiment passionné, que comme tu disais, quelqu'un qui est capable de mettre, 20 heures par semaine dans le jeu vidéo, Il y a beaucoup, c'est hein, vraiment 20 heures, c'est ouais, vraiment 20 beaucoup, heures, ça hein. fait beaucoup, hein. 20 heures réparties sur 7 jours, c'est moi, enfin, c'est ce que je fais. C'est entre 20 et 30 heures par semaine, mais c'est mon métier Ouais, et du coup, j'ai pas le même rapport à ça non plus. Mais et très clairement, à titre perso, moi, je ne regarde quasiment pas de séries. Je regarde que des films et quand ce sont des films et de préférence au cinéma. Donc quand j'ai du temps libre, en fait, je joue. Tu vois? Et j'ai pas, de moment où je me dis, le soir avec ma femme: «On va regarder quoi ce soir?» C'est: «On va jouer à quoi ce soir?» Tu ouais, vois? et c'est pas le même rapport en fait, comme tu l'as dit, ça parle pas à tout le monde et Exactement. ça s'adapte pas à tous les types de joueurs. Mais bon, dans tous les cas, à part ça, c'est vrai que par contre que ça ratisse extrêmement large. Oui. Ça ratisse extrêmement large en termes de style, hein. J'ai noté dans notre podcast quelques jeux, vraiment des jeux qui sont extrêmement différents, hein. Je vais faire une liste un peu exhaustive, non exhaustive, mais on peut passer de Sea of Thieves à Halo Infinite, au dernier Tortue Ninja, aux anciens Fallout, à Frostpunk, à la série des Halo, à Mmh. Outer Wilds, ce magnifique jeu, il faut jouez-y. Euh, Parenthèse, Jean-Loup a écrit ça en gros sur le conducteur, hein. À Oui, chaque fois que je oui, parlais d'Outer Wilds, je l'écrivais en j'excuse. gros parce que voilà, il faut jouer à ce jeu. On en reparlera plus tard. Mais il y a Slay the Spire, Stardew Valley, c'est des jeux très différents. Et quand vous êtes un vrai passionné de jeux vidéo, du média du jeu vidéo et que vous aimez des choses bien différentes, ça vaut quand même le coup, quoi. Ça vaut quand Ouais. même le coup. Ça vaut quand même le coup. Ça fait. Si on part du principe que voilà, vous êtes un passionné de jeux vidéo, vous voulez un cadeau de Noël, vous prenez l'abonnement d'un an au Game Pass, ça fait un très beau cadeau de Noël, quoi, pour toute l'année, quoi. Ouais. Sachant que comme tu le disais, il y a des, offres très agressives, dans les, grandes chaînes de distribution. Par exemple, on peut, prendre des abonnements, pour obtenir une Xbox Series X, plus le Game Pass pendant un an et on paye une trentaine d'euros par mois. Donc on entre à pieds joints dans la next gen, pour pas si cher que ça et il y a le même abonnement pour avec, des Series X qui sont, des Series S pardon, qui sont encore moins chers. Donc ouais, c'est quand même, très agressif et quand on est un gamer passionné et qu'on passe pas beaucoup de temps dessus, c'est vraiment très, très séduisant, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Et moi, j'ai toujours voulu prendre le Game Pass, mais c'est vrai que moi, j'arrive à bien m'y retrouver avec des offres autres, que ce soit, je sais que c'est pas bien, mais on va en parler, que ce soit Instant Gaming, ce genre de choses. On arrive Ouais, vachement à trouver des trucs pas chers et parce que vraiment, en fait, inconsciemment, moi, si je devais prendre le Game Pass, j'aurais cette envie de passer beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo. Déjà que j'en passe pas mal, ouais, et pour rentabiliser le tout. Et c'est vrai que c'est assez. Il faut avoir cette conscience-là. Et malheureusement, en plus, tous les joueurs n'ont pas cette conscience-là et laissent ouais. tourner les abonnements en boucle. Moi, j'en vois plein qui ont des abonnements à Disney+, des abonnements à Prime Video, des abonnements à Netflix, et qui, en fait, au final, c'est juste ils l'ont, quoi, et au final, ils s'en servent pas plus que ça. Ouais, tout à Euh, fait. mais il y a même aussi un peu ce côté élitiste à avoir accès à ces services-là, qui au final, je sais pas si tu as même ce sentiment-là, tu vois, toi. Ouais, c'est vrai qu'on a, alors l'élitisme dans le jeu vidéo et dans les fanbases du jeu vidéo, c'est un vrai sujet à part, hein. C'est vraiment, ça flirte toujours avec la toxicité et c'est très problématique, mais c'est vrai qu'il y a toujours une frange des, joueurs Xbox qui sont possesseurs du Game Pass, qui ont tendance à un peu écraser les autres en disant: «Oh là là, tu achètes tes jeux en physique, quel has-been, tu alors que tout est déjà day one dans le Game Pass, quel intérêt à acheter, des jeux encore en physique?» Bon, on pourra revenir dessus, hein, bien évidemment, parce qu'il y a aussi, plein de zones d'ombre dans le Game Pass. Il y a, la question de comment sont rémunérés les éditeurs, comment sont rémunérés les studios qui acceptent que leurs jeux soient day one dans le Game Pass. Là-dessus, il y a, un flou complet et Microsoft n'a jamais diffusé le moindre chiffre concernant ça, alors que c'est quelque chose qui est quand même très important dans l'économie globale du jeu vidéo et on reviendra certainement dessus dans notre dernière partie. Mais, c'est vrai que, il y a cette notion d'élitisme, on s'en passerait bien, mais elle est là. Mais exactement, mais même en dehors de ça, je trouve qu'il y a un truc qui est assez sain et bien, pour les éditeurs et les développeurs de jeux vidéo. C'est à quel point justement ces offres-là, ou même ces plateformes-là, je pense à Epic Games, justement par rapport à Outer Wilds, ça tombe bien, Ouais, qui a aligné pas mal d'argent pour l'avoir Day One, ou même ne serait-ce que par rapport à Hades aussi, qui a aligné pas mal d'argent pour aider aussi à la production de jeux. Et vraiment, des fois, c'est des sommes qui sont assez colossales quand les constructeurs ou les plateformes font confiance à des titres. ouais. Mais ça aide par contre vachement les développeurs de jeux. Et pour le coup, ça, c'est assez cool pour eux, en tout cas, de leur point de vue à eux. Oui, tout à fait. Vraiment, je vois pour un jeu comme Outer Wilds, qui a été vachement aidé, qu'à la base a été un projet universitaire par des développeurs, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je m'en excuse, mais que vraiment Annapurna Interactive, l'éditeur, a vraiment beaucoup aidé, l'Epic Game Store a vraiment beaucoup aidé financièrement aussi pour l'avoir Day One. Ouais, Voilà, il y a aussi ce côté exclusivité où ils veulent avoir la patte dessus, enfin la main dessus, mais en même temps, eux, ça les aide énormément pour sortir des productions qui sont assez ambitieuses. Et, ouais, euh, et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même des offres qui se développent autour vraiment aussi des développeurs qui aident toute cette partie-là voilà, des acteurs du jeu vidéo. Et ouais, donc, c'est ça, pour le coup, c'est assez cool. tout à fait. Bah, écoute, je te propose qu'on avance un peu et qu'on passe à notre, second chapitre. On va parler du Nintendo Switch Online. Là, c'est une autre ambiance. C'est ça, là, on fait un grand écart stylistique, hein, par rapport au Game Pass. C'est pas du tout la même philosophie, c'est pas du tout la même proposition. Là, chez Nintendo, l'abonnement online, ça permet avant tout de pouvoir jouer en ligne contre d'autres joueurs et le but, c'est pas du tout de donner accès à un catalogue de jeux, actuel. Quand quelqu'un prend l'abonnement Switch Online, ça permet d'accéder aux émulateurs, Super NES et NES avec une petite sélection de titres phares, hein, les Super Mario Bros, les Donkey Kong et cetera et d'autres un petit peu plus confidentiels. Mais, et ça permet aussi accessoirement d'accéder aux sauvegardes dans le cloud. Ça c'est assez dispensable, mais bon, ça existe Ouais. et il me semble que c'est fin 2021 ou début 2022, je ne sais plus, qu'ils ont sorti aussi un pack additionnel avec en plus, un émulateur Nintendo 64 qui marche pas et Il y a eu un accès gros scandale par rapport à ça d'ailleurs, hein. ouais, 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 tout à fait et accès également à une petite catalogue, de jeux Mega Drive. Alors là, c'est
c'est aussi très particulier parce que, bon, entre Sega et Nintendo, ça a été la guerre pendant des années et là maintenant, de voir l'émulateur Mega Drive chez Nintendo, ça, je pense provoquer un petit pincement au cœur chez les plus vieux gamers et par contre, il y a peu de titres et la proposition est pas toujours fifole, hein, dans la catalogue de jeux auquel on peut accéder, c'est pas toujours dingo. Ouais. En termes de bonus pour les abonnés, il y a des achats de matos spécifiques via le Nintendo Shop qui est possible. Par exemple, quand on est abonné, on peut avoir accès à des manettes NES pour Switch et à quelques démos en exclus. Bon, c'est pas fou. Mais en fait, je trouve que Nintendo, globalement, mais même en fait sur plein de sujets où on pourra développer, est un peu en retard. Parce que le problème de l'émulateur, c'est très cool pour les gens qui veulent se replonger dans le jeu, et en même temps, je trouve que vraiment, si tu veux te lancer dans de l'émulation ou quoi que ce soit, il y a des services sur. Attention, ne me tapez pas dessus, mais il y a des services qui sont vachement, malheureusement, mieux Oui, sur PC qu'on peut trouver. Il y a des gens des développeurs indépendants qui font ça bénévolement, de façon ouais, illégale, certes, parce que Nintendo, surtout Nintendo, est très à cheval sur ce genre de pratique. de pratique, mais c'est une Ouais, réalité, hein, vraiment, ça se démocratise énormément, les émulateurs de vieilles consoles et tout sur PC qui tournent pour le coup vachement bien. ouais, Et pour le coup, même en dehors de ça, Nintendo est même un peu aux fraises et même c'est pas leur. Ils sont obligés de proposer ce genre de choses pour se diversifier. Mais oui. c'est pas du tout axé, c'est pas du tout leur figure de proue, ouais, parce que vraiment, je pense que tous les gens qui ont essayé de jouer en ligne à des jeux Nintendo se sont souvent confrontés à la même chose. Ça tourne pas, c'est la galère, surtout les joueurs Smash. Quand tu vois les joueurs Smash jouer en ligne et dans des combats en ligne, tu as une fois sur deux des problèmes. Encore, ça s'améliore de plus en plus. Mais même en dehors de ça, dans la dernière version de la Switch, à la Switch OLED, ils ont rajouté un port Ethernet. Déjà, je comprends pas parce que c'est la base. Ça devrait être sur la console de base. Mais même en dehors de ça, et c'est plus que ça, c'est s'améliorer au niveau des services de jeux en ligne. Et même, je fais une grosse digression, excuse-moi, hein, mais le port e-sport de Nintendo, il est absolument pas développé chez eux. Ils veulent pas le développer. Ouais. Ils veulent vraiment se focaliser sur leur ligne éditoriale, de jeux familiaux, de jeux grand public, on va dire. Ouais. Et je trouve ça, personnellement, là, c'est vraiment mon point de vue. Je trouve ça un peu dommage qu'ils ne développent pas tous ces. Parce qu'ils pourraient, hein, ils ont vraiment des jeux où ils pourraient développer leur scène e-sport, ils le font pas. Ouais. Et je trouve que ça se répercute pas mal pour revenir sur le Switch Online, c'est que ben, ils s'adaptent à leur façon, mais c'est quand même très différent des autres offres qu'il y a sur le marché. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors par contre, le gros avantage, c'est que, bah, c'est pas cher, très C'est le clairement. moins cher, pour le coup, c'est un C'est des le moins moins chers. cher, ouais, c'est 3,99 € par mois pour le pack de base et quand on prend en plus avec le pack additionnel, c'est 39,99 € par an. Donc ça met, moins de 4 € par mois, pour l'intégralité des services. Mais oui, c'est vraiment pas fou, les infrastructures sont, assez bancales pour enfin, on est en 2022, hein et très clairement, quand on essaie de jouer, online à Monster Hunter Rise, par exemple, il y a des moments où on a envie d'aller poser des bombes chez Nintendo, hein, je dois dire, c'est par moments, c'est Ouais. horrible. C'est horrible pour Smash où, ça demande énormément de réactivité, c'est très difficile aussi, mais c'est clairement pas du tout leur fer de lance, c'est pas du tout dans leur, politique. Mais, Peut-être que mais ça changera dans les années à venir, mais en tout cas, je pense que dans les 5-6 ans à venir, c'est pas d'actualité, quoi. Même en dehors de ça, dans tous les cas, Nintendo n'a jamais participé à cette guerre de consoles comme on en a parlé entre Sony et Xbox. En fait, ils avaient toujours leur public, leur cible, leur ligne éditoriale et ils n'ont jamais bougé. Ils ont toujours trouvé leur public et tout. Et même si à un moment donné, Nintendo a un peu, pas coulé, mais c'est un grand mot, mais été mis un peu de côté à l'époque de la Wii U, depuis que la Switch est sortie, ben, ils ont encore plus renforcé cette ligne éditoriale et cette ligne marketing surtout. Et ils bougent pas et ils continuent de rester sur leur marché, sur leur public, qui est d'ailleurs un peu la plus grosse critique qu'on peut entendre envers Nintendo. C'est que moi, par exemple, j'ai grandi toujours avec Nintendo et je trouve que de plus en plus, excusez-moi l'expression, ils se foutent un peu de notre gueule sur plein de choses. Non, mais enfin, la Switch est une relativement bonne console, mais quand tu vois les titres qui sont sortis dessus, c'est compliqué, quoi. J'ai un peu de mal de plus en plus avec Nintendo. Et je trouve que le fait de payer
par mois ou par an, ne serait-ce que pour avoir un DLC Animal Crossing ou un DLC enfin, le Season Pass de Mario Kart 8 Deluxe, pour 20 € par an sur des serveurs qui sont bancaux, ou bancal, je sais pas comment on dit, mais voilà, Bancal. Ouais. bancal. Ça fait chier, voilà. Excusez-moi. Voilà, non, mais vraiment, Nintendo, je trouve qu'ils se reposent un peu trop sur leur laurier, en fait, depuis des années. Et c'est un peu dommage, je trouve qu'ils ont ils ont tellement de possibilités, c'est un peu dommage. Mais oui, c'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que, enfin c'est très compliqué parce que, Nintendo se repose beaucoup sur ses, licences historiques. C'est, quand tu achètes une console Nintendo, tu sais que tu l'achètes pour, avoir le prochain Zelda, avoir le prochain Mario, le prochain Pokémon et le prochain Metroid, mais il y a pas beaucoup de prise de risque. Quand on compare avec, les, tentatives de triple A chez Sony ou chez Microsoft, on sait que chez Nintendo, ils ont une grosse assurance qualité, parce que, quand tu achètes globalement un titre, labellisé Nintendo, tu sais que tu vas avoir un truc de qualité. Tu sais que tu vas avoir un bon gameplay, tu sais que tu vas avoir, un jeu satisfaisant, pas toujours très beau, hein, coucou Pokémon Arceus, mais Ah, c'est gameplay, c'est pas pareil, attention. Mais oui, oui, mais clairement. tu sais que tu vas vers l'école du gameplay. Mais j de mon point de vue, ils sont en train d'accumuler un retard qui risque de les pénaliser sur le long terme. Et ça, c'est vraiment dommageable parce qu'il y a, de vraies bonnes choses et de vrais bons développeurs, chez Nintendo. Il y a des vraies, propositions tierces. Par exemple, moi j'adore, la saga des Xenoblade Chronicles. Ça fait partie Ouais. pour moi des meilleurs JRPG du monde. C'est un truc de dingo et ça sort que chez Nintendo et tant mieux pour Nintendo, mais quelque part c'est dommageable parce que, ils sont un peu bridés par les compétences techniques de leur support. Très clairement, un jeu comme, Xenoblade Chronicles, 2 ou que Xenoblade Chronicles X, tu sais que si c'était sorti sur Xbox ou c'est sur PlayStation, le jeu aurait eu un cran supplémentaire Ouais. et Et il serait passé du très bon jeu au chef-d'œuvre, quoi. ouais, et je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, globalement, Nintendo, sur plein de sujets, ils sont un peu en retard, ils sont un peu dans leur bulle et tout, parce que la Wii U, à la base, il me semble en tout cas, que c'était le prototype de la Switch. La Wii U, ouais, voilà, ils voulaient essayer de faire quelque chose d'hybride et tout, qui n'a pas marché. Ils ont vraiment voulu faire, et vraiment, la finalité de, cette, de la Wii U, c'était justement la Nintendo Switch qui est sortie en 2017. Et quand tu vois vraiment les capacités techniques de la console, ils sont quand même un peu en retard face à PlayStation 5 ou l'Xbox Series X qui sont vraiment des machines de guerre aujourd'hui en termes de Ouais. console. Après, encore une fois, je me répète, mais ils jouent pas sur le même tableau. Ils ont jamais voulu Ouais, jouer sur le même tableau. C'est juste que complètement. je pense quand même qu'au au fil des années, ça va quand même de plus en plus se ressentir. Ouais. Parce que c'est vrai que par contre, quand tu vois les jeux Switch vraiment, vraiment iconiques de la Switch, il n'y en a pas des 100 et des 1000 non plus. Hein. Tu as évidemment Breath of the Wild qui est sorti avec la Switch, qui est un des meilleurs jeux. Voilà, je pense que je m'avance pas trop. Qui est un jeu Euh, Wii U à la base. qui était- C'est vrai en plus. Hein. C'est vrai, c'est sorti quelques mois ou quelques semaines avant sur Wii U. Ouais. C'est assez hallucinant. J'oublie à chaque fois qu'il est sorti sur Wii U, Breath of the Wild. Mais même en dehors de ça, tu as Animal Crossing qui est évidemment un bon jeu, quoi, hein, on va pas se Ouais. mentir. Mario Kart 8 qui est sorti en 2014 sur Wii U. Oui! Et oui, c'est ça qui est hallucinant. Il continue de faire un season pass en 2022, 8 ans après. Enfin, ouais, c'est ça, 8 ans après, je trouve ça assez hallucinant. Je crois qu'il n'y a que moi que ça choque, mais c'est pas grave. Je Euh, suis choqué aussi. vraiment, je trouve ça. Et encore, mais en même temps, quand tu vois les chiffres de vente. Moi, j'étais halluciné. Pour moi, des pires Pokémon qui a jamais existé, c'est Pokémon épée et bouclier. Ouais, ouais, Je l'ai ils sont nuls. fini. Je peux pas dire que j'ai apprécié parce que c'est pas vrai. Et pour le coup, je crois qu'il a rapporté, il a été vendu à 30 millions d'exemplaires ou un peu moins, je crois, ou un peu Ouais. plus, je sais plus. Mais du coup, il continue de faire il continue là-dedans parce que pour eux, c'est rentable. Et Et je oui, trouve qu'ils sont vraiment, ils sont de moins en moins. Peut-être que vraiment, vraiment,
Vraiment, là, je suis peut-être un peu dur avec eux, mais je trouve que sur plein de sujets, ils sont moins dans l'amour du jeu vidéo, ils sont quand même vachement concentrés marketing. Ça se Bah, ressent. clairement. Bah, oui, que clairement et ça se ressent, hein, ça se ressent. Après, on va pas se leurrer, hein, le jeu vidéo, c'est pas un monde de bisounours. Ils sont là, les éditeurs sont là pour faire du fric. Ils sont pas là pour faire plaisir aux joueurs, hein. Ça très clairement, cette époque-là, elle est révolue si tant soit peu qu'elle a existé un jour. Mais et Nintendo s'en cache pas. Chez Nintendo, le but, c'est, de faire, des séries rentables qui rapportent, beaucoup d'argent en très peu de temps et en peu d'investissement. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours une exigence de qualité, très clairement. Je vais pas remettre en cause la qualité des produits Nintendo parce que ça serait très malvenu, mais prise de risque zéro, quoi. Tu Ouais. vois? Breath of the Wild 2, on moi, je l'attends énormément, mais je m'attends pas à avoir une révolution. Je sais que ça va être ça va pas être un gap comme entre, Ocarina of Time et Majora's Mask. On aura un Breath of the Wild un peu lifté avec quelques ajouts, mais ce sera le même jeu. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça, ça fait des années qu'on l'attend et même en dehors de ça, voilà, ça tombe bien que t'en parles. Même niveau com, Nintendo, globalement, ils sont un peu à la ramasse, quoi. Ils ont annoncé Breath of the Wild 2 en 2019, je crois. Ouais, c'est ça, en Ouais, 2019. Même ouais. avant, peut-être, je sais plus. Et il est prévu pour 2023. Enfin, c'est quand même. Il nous faut une Cyberpunk 2, quoi. Et c'est. Mais bon, pour le coup, par contre, je suis. Peut-être que je m'avance, mais je suis persuadé que Breath of the Wild 2 sera quand même un bon voyage. Ah oui, Mais c'est c'est. certain. Mais c'est quand même. En fait, tu le vois avec des licences comme Splatoon, qui était, je crois, leur dernière vraie licence originale qu'ils ont lancée Oui, et qui au final a surtout parlé au public asiatique, ouais. il s'est très peu démocratisé, à part dans des sphères de niche. Moi, j'ai des amis qui font de l'e-sport en France sur Splatoon, mais c'est quand même très 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 de niche. Oui Et et c'est normal parce que c'est un jeu qui, se vit surtout en multijoueur, mais une fois de plus, avec les infrastructures multijoueurs de Nintendo, au secours, quoi. oui, c'est vrai, les systèmes de tournois, les systèmes En plus, ils auraient de l'argent, en réfléchissant, en digressant un peu, ils auraient de l'argent et les possibilités de créer une vraie ligne édito consacrée à l'e-sport parce qu'il y a plein de jeux, qui s'adapteraient. Splatoon en est vraiment l'exemple parfait puisque c'est vraiment principalement du multijoueur. Avoir fait un jeu multi sans proposer de vraie infrastructure e-sport ou vraie infrastructure online, c'est assez dommage. Ouais, tout à fait. C'est assez dommage. On a Mais pas mal écoute, digressé, on a plutôt. pas mal digressé, du coup, je te propose qu'on avance un petit peu. Ouais, On a été un peu méchant avec Nintendo, mais en fait, on les aime quand même, hein. ben oui, oui, bien sûr. Et du coup, je te propose qu'on avance maintenant sur, PlayStation Plus, alors que c'est un vrai gros sujet à part entière aussi, hein. Ouais, Je vais essayer de faire court. Avant le lancement du nouveau PS Plus qui est sorti, bah, là, il y a quelques jours, on ouais, avait 2 franchement, oui. abonnements. Ouais, on avait 2 abonnements. Un premier qui permettait de jouer en ligne, pardon, et l'autre qui permettait d'accéder, à une sélection de jeux en cloud gaming et en téléchargement. Et depuis, Sony a revu sa copie et a fusionné les 2 abonnements, qui maintenant se déclinent en 3 forfaits. Alors attention, attention, Je on a te le laisse. on a le PlayStation Plus essentiel, qui est à 9 € par mois, le PlayStation Plus Extra à 13,99 € par mois et le PlayStation Plus Premium à 16,99 € par mois. Alors là, déjà, c'est la proposition la plus chère sur le marché. Les différences: le PlayStation Plus Essentiel, on a 2 jeux téléchargeables par mois, Et on, quelques réductions, et on les heu a tout le temps, les jeux téléchargeables par mois? Les deux heu jeux téléchargeables et chaque mois, du coup, est-ce qu'on les ouais, ils garde sont à après? toi. Il me semble qu'ils sont à toi. Ouais. J'ai pas vérifié, mea culpa, donc je vérifierai et je mettrai un addendum, sur, l'enregistrement si jamais, on s'est planté, mais il me semble que pour moi, c'est ils sont à toi après. Ouais. Hem, on a des réductions exclusives, du stockage de sauvegarde dans le cloud et l'accès aux multijoueurs en ligne. Donc tu Bon, payes pour ça avoir des réductions. c'est ça, D'accord. Bon, c'est tu as pour être tout sûr. compris. D'accord. Après, D'accord. on a le stade au-dessus, le PlayStation Plus Extra, qui lui permet justement c'est un peu l'équivalent au Game Pass. On a un accès à un catalogue de 400 jeux, et les jeux ça peut être de studios internes Sony ou des éditeurs tiers. Et après, on a le PlayStation Plus Premium, c'est l'essentiel plus extra
et en plus on a, accès à une bibliothèque rétro, donc de jeux PlayStation 3, PlayStation 1, 2, 3, PSP, c'est le jouable en local ou en streaming et cet accès en streaming, il est exclusif au PlayStation, du coup, Plus Extra, Premium, tout ça, quoi. Tu vois? Et en plus, quelques bonus, on peut avoir accès à certains jeux PS5, en avant-première pour les tester pendant 2 heures. Ouais, Bon, c'est quand même assez cher globalement la proposition qui est faite. Après, ils ont quand même cette réponse en fait du changement du PlayStation Plus qui a été annoncé, je crois, en fin mai ou début mai, je sais plus. oui, C'était vraiment pour concurrencer le Xbox Game Pass, hein, oui, pour s'adapter au marché qui se développe de plus en plus à ce niveau-là. Mais on est en 2022 et les Game Pass, c'est en 2017. Ils sont quand même vachement en retard, mais en même temps, ils ont quand même essayé de faire des efforts. C'est quand même assez cher. oui, Faudra voir comment ça se développe, les offres qu'il y a encore une fois. Mais c'est vrai que j'ai vu quand même très peu d'offres moins chères ou très peu de possibilités de s'adapter pour PlayStation. Mais par contre, en dehors de ça, il faut forcément une Play. Ou oui. alors, voilà, il faut forcément une Play pour que ça soit rentable, quoi. Ça sert à rien. Ouais, ouais, tout à fait, alors, la question qui se pose, c'est à qui ça s'adresse? Parce que, très clairement, il y a quand même une belle liste de jeux disponibles, hein, il y a du Bloodborne, du Ratchet& Clank, Devil May Cry, For Honor, BioShock, Outer Wilds! Évidemment. Évidemment. Mais, on n'a pas non plus cette même politique, très attrayante du, jeu qui apparaîtrait Day One. Ça a pu arriver par exemple sur le dernier, l'Odyssey d'Abe, qui est apparu, très rapidement après, sur l'abonnement, PlayStation Plus. Ça a été assez surprenant, mais en fait chez Sony, ils ne croient pas à cette politique du Day One. On reviendra dessus, un petit peu plus tard. Très clairement, on sent que c'est une proposition qui a été faite pour concurrencer le Game Pass, mais qu'ils se sont un peu emmêlés des pinceaux. Parce que là, à l'instant T, les premiers retours, en plus, le service a connu des couacs, en particulier sur les jeux rétro qui fonctionnent pas toujours très bien. Il y a certains jeux qui se sont retrouvés coincés en 50 Hz alors qu'on voudrait du 60 Hz. L'émulation est pas toujours, super bonne non plus. Les abonnements sont chers, très clairement, hein, on est sur la formule, plus premium qui est quand même à 17 balles par mois. C'est Ce qui est très très cher quand même, hein. Ah ouais, ouais. Après, encore une fois, si on a vraiment une PlayStation 5, qu'on a du temps pour y jouer et tout, c'est assez rentable l'abonnement par an. Oui, Mais bon, il faut, voilà, quoi, faut vraiment avoir conscience il faut le rentabiliser, quoi, encore une fois, hein, bah, c'est ça. Alors d'autant plus que les exclus PlayStation 5, il y en a pas encore des masses. Très très clairement, ça se compte, à la dizaine, quoi. Donc ça d'autant plus que Jim Ryan, le PDG de Sony, a bien annoncé que, la PlayStation 4, elle allait vivre encore au moins jusqu'à 2024. ouais. Il y a rien qui pousse les gens là-dedans à passer sur un hardware PlayStation 5 Bah, et c'est c'est même, dommage. ouais, ben, ouais, c'est ça exactement. C'est que vraiment le gros intérêt de Sony dans la sphère console, c'est les exclus. C'est ce Oui, qui fait que moi, par exemple, j'ai acheté une PlayStation 4 parce que tous les jeux, que ce soit The Last of Us 2 ou même God of War et tout, voilà, c'est le but d'une PlayStation, c'est les exclus. Et la PlayStation 5 n'a pas encore assez d'exclus à mon goût, vraiment, qui me fasse acheter une PlayStation. c'est ça. C'est quand même beaucoup plus C'est rentable. ça, exactement, faut pas oublier que, on n'achète pas une console pour acheter un hardware. On achète une console pour jouer à des jeux et c'est très problématique quand, on essaie de vendre du hardware où on te fait une promesse technique et la promesse technique, elle est évidente, hein. PlayStation 5, c'est un monstre, hein, c'est une bête de combat de la NASA. Il y a pas de problème là-dessus. Mais quand on cherche de l'exclusivité, PlayStation 5, il y en a pas tant que ça, en fait. Et enfin, là, je parle à titre personnel, hein. Perso, si j'achète un jeu, une console et que c'est pour jouer à 10 jeux dessus, je suis pas content.
Ouais, mais il y en a des pas mal. Moi, je sais que de mon point de vue, je sais que j'ai très très envie de jouer à Ratchet Clank ou à Demon's Souls sur Master ou à Returnal qui me donne vraiment envie. Mais Oui. ça me fera pas acheter la console, sachant qu'elle est en plus en pénurie, qu'il faut chercher, que souvent elle est très chère, elle est beaucoup plus chère que ce qu'elle est censée être. Je crois que de base, elle doit être à 500 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 599, sachant que, bah, c'est pareil là-dessus, Microsoft est très agressif parce que la Series S, elle est à moins de 300 €. Donc c'est compliqué et là-dessus, en fait, la ligne éditoriale de Sony est assez floue. On ne sait pas exactement, s'ils veulent vraiment concurrencer le Game Pass, s'ils veulent offrir une, proposition rassurante pour leurs joueurs en disant: «Bah, vous avez une PlayStation 5, si vous prenez cet abonnement-là, regardez, vous allez quand même pouvoir profiter, d'un catalogue de plus de 300 jeux, qui sont certes pour la plupart PlayStation 4, mais vous allez aussi avoir, les jeux PS1, PS2, PSP, PS3, vous allez pouvoir passer du temps sur le catalogue Sony». Mais est-ce que c'est pas, justement, un peu se tirer une balle dans le pied et dire, heu: «On vous offre une proposition qui vous permet de regarder en arrière et non pas une proposition qui vous fait des promesses sur l'avenir». Ah Tu non, vois? Et mais exactement, mais en plus de ça, euh, en plus de ça, c'est ça, le public qui est visé est même assez différent parce que souvent les joueurs PlayStation, souvent, hein, je parle, hein, ont souvent que la PlayStation. oui, c'est vrai, c'est Et vrai. il y a vraiment une catégorie de personnes. Moi, quand je vois les gens autour de moi, quand tu as une PlayStation, tu as très, très souvent soit une Switch ou, et tout, mais pas un PC de guerre, tu vois, alors que du coup, ça s'adapte plus facilement le Game Pass, comme tu l'as dit, au niveau si tu veux jouer sur tablette, sur PC, à la console. Alors que bah, du coup, les gens qui jouent à la PlayStation, du coup, ils peuvent se permettre, je pense, en tout cas, d'acheter un abonnement parce qu'ils ont que ça pour jouer, quoi. Oui, ouais, ouais, c'est vrai et alors moi je ce qui est un peu, non, tu as tout à fait raison et ce qui est aussi un peu, «alertant» entre guillemets, c'est que Sony communique très peu là-dessus. Tu vois, tu disais tout à l'heure à juste titre que Microsoft, ils tabassent à mort en communication sur, le Game Pass. Ben, Sony, ils ont pas communiqué tant que ça et il y a pas, tant de charges publicitaires sur, le PlayStation Plus. Ouais, on dirait qu'ils l'ont mis là parce qu'il fallait le mettre, mais qu'au final, ils en parlent pas. C'est vrai que moi, depuis qu'ils ont annoncé, moi, je le vois nulle part, hein, je le vois nulle part, les offres et tout. Mais parce que, en fait, encore une fois, je pense aussi, c'est pas le public visé, hein. Je pense qu'ils en sont conscients, hein. Je pense que quand tu es sur PlayStation, il y a plein de gens, il y a plein de jeux sur PlayStation où tu es obligé de jouer en ligne. Par exemple, il y a une grosse, grosse, grosse fanbase, qu'on aime ou pas. Il y a un gros pan de joueurs qui jouent à FIFA. Tu es obligé de payer le PlayStation Online pour Ouais. jouer à FIFA. Parce qu'il Mmh. n'y a que en ligne que tu peux jouer à FIFA pratiquement, hein. Tu peux jouer au mode solo, mais personne ne fait ça. Mais, mais ouais, tout ça pour dire que je pense qu'en fait, on n'en voit pas parce qu'on n'est pas la cible visée, mais du coup, c'est vraiment une cible de niche. Oui. Et savoir si toute cette infrastructure de rétro gaming sur le PlayStation Extra ou ce genre de choses, c'est rentable sur le long terme. Je Ouais. sais pas si ce sera rentable pour le coup. Bah, d'autant plus que pour l'heure, on n'a aucun chiffre sur le nombre d'abonnés et ça manque clairement pour pouvoir, être efficace dans notre analyse, hein, si Microsoft a brandi ses 25 millions d'abonnés au Game Pass, pour PlayStation, on n'en sait rien. On n'en sait rien et donc si jamais on a des informations dessus, bien évidemment, on ne manquera pas de venir, enrichir ce podcast-là. Mais à l'heure actuelle, on sait que Sony, s'il domine le nombre de machines en vente, tu me disais, hier, que Sony, c'était quand même, 25 millions de PS5, hein, qui avaient été écoulés, là, depuis le lancement de la machine. Bah, c'est colossal. Mais quand tu mets ces 25 millions de machines face aux ces 20 millions de machines, pardon, face aux 25 millions d'abonnés du Game Pass, là, c'est plus la même limonade, quoi. Ouais, ouais, c'est clairement. Ça va être intéressant de voir au fil des années qui vont suivre, que ce soit le développement de la Switch, de Nintendo, et le développement de ces services-là, de la console de PlayStation et tout, voir comment tout cela va se goupiller. Ça va être vraiment intéressant. Après, pour l'heure, c'est assez compliqué d'avoir une vision globale.
On voit quand Ouais, même quelques tendances il se dessine. qui se dessinent, mais Ouais. voilà. Bah, écoute, je te propose qu'on avance, encore un peu. Cette fois-ci, on va attaquer vraiment le gros morceau. C'est-à-dire qu'on va parler des, différences de politique et de l'impact, de ces différents abonnements sur l'industrie du jeu vidéo. Bah, écoute, oui, je vais reprendre Bien sûr. si ça te va. En fait, là, c'est vraiment une vision purement personnelle. Après, on développera d'une façon plus objective. Mais il y a vraiment ce renforcement. Je pense que toi et moi, on est à peu près pareil à ce niveau-là. Vraiment, bah, des amoureux du JV. Moi, je sais que j'ai été élevé par mes parents avec ce côté un peu collectionneur. Moi, Ouais, j'ai toujours, dès que je pouvais, j'ai essayé quand même si c'est plus cher, malheureusement, hein. C'est surtout aujourd'hui, j'ai toujours essayé d'avoir les boîtes, d'avoir pour posséder les jeux. Et oui, c'est vraiment la quintessence de cet aspect éphémère de la possession des jeux. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment toutes ces offres en ligne où en fait on ne possédera jamais ces jeux-là. Ils seront toujours voilà, on y a accès. Ça, c'était déjà un peu le cas avec les jeux en dématérialisé, ouais, où en fait on achetait les jeux, on les avait sur notre compte ou quoi que ce soit. Mais je vois aussi les problèmes qu'il y a eu, par exemple, les joueurs qui ont vu il y a quelques mois le Nintendo eShop de la Wii, par exemple, ouais. qui s'était fermé sans annonce officielle de Nintendo, ce qui est assez hallucinant, je trouve, pour le coup. Sans annonce, en mode Ouais. on va faire ça dans quelques temps, attention à les gens et tout. On va fermer. Le shop de Nintendo sur Wii a fermé sans annonce et les gens qui Mmh. avaient acheté des jeux en dématérialisé sur le shop qui n'avaient pas téléchargé ces jeux-là parce qu'il manque de place ou quoi que ce soit, n'ont plus accès du tout. Et Ouais. je trouve que c'est assez triste parce que du coup, de plus en plus, il y a cet aspect très éphémère qui se démocratise de plus en plus justement avec cet abonnement online parce qu'à partir du moment où on arrête d'acheter, on arrête de payer l'abonnement, on n'a plus accès à tous les jeux. Tous les jeux. Donc c'est cool dans un sens parce que ben, on peut passer rapidement d'un jeu à l'autre, mais il y a vraiment l'aspect collection et l'aspect voilà, l'aspect collection est plus du tout mis en avant, quoi. C'est pas du tout rentable pour les constructeurs. Ouais, tout à fait et puis, je pense qu'il y a aussi un phénomène générationnel, tu vois? C'est que, comme tu disais, nous, on a grandi avec, les jeux en boîte, avec, enfin, moi, quand j'ai commencé le jeu vidéo, ça n'existait pas les jeux en téléchargement et comment dire? Ça a commencé à se démocratiser avec Steam. Steam a vraiment mis un gros coup de pied dans la fourmilière en proposant ses abonnements, enfin ses abonnements, ses téléchargements en ligne et sa plateforme de téléchargement où, les gens achètent beaucoup de jeux. Moi, j'ai énormément de jeux sur mon compte Steam. Est-ce que je joue à tous? Non, bien sûr. Et à chaque fois qu'il y a des soldes, est-ce que je rachète des jeux? Oui, bien sûr. Et du coup, il Ouais. y a, quand même comment dire? Heu, on perd petit à petit l'habitude de racheter du jeu en physique, sauf quelques rares encore qui continuent à acheter, des vrais jeux en boîte. En général, ce sont les collectionneurs maintenant, ceux qui quand tu achètes des jeux en boîte, bah, tu achètes les versions collector, évidemment. Bien sûr. Mais, petit à petit, on va être remplacé par, une nouvelle génération qui est baignée dans le dématérialisé. Moi, je vois, bah, mon fils et ses camarades quand ils jouent en ligne, ou quand ils jouent à Xbox, ils jouent que sur Game Pass. Ils s'en foutent qu'il y ait qu'il y ait des jeux dans leur boîte ou quoi. Son réflexe, c'est il allume la console et il va voir, ce qu'il y a sur le catalogue. Tu vois? Mais Et il s'en après fout. cette démocratisation des jeux en dématérialisé, ça vient aussi beaucoup, comme tu le dis, des jeux en ligne, hein. Il y a eu Oui, une effervescence depuis une dizaine d'années des gros jeux en ligne, que ce soit League of Legends, que ce soit Rainbow Six, que ce soit Fortnite, que ce soit CSGO, tout ça. Et ça existe. Qui le fait, mais d'acheter ces jeux en ligne en boîte, ça existe, hein, les versions de boîte PC. oui, Mais personne ne fait ça, tu vois. Mais personne ne fait ça et ça a commencé par ces jeux en ligne là et là ça s'est démocratisé aux jeux solo parce que ben, comme je l'avais dit les contraintes que ce soit de distribution de fabrication ben, il y a un côté même si c'est différent je suis pas un expert en écologie mais il y a ce côté écologique aussi au niveau de la fabrication du plastique ce genre de choses qui fait ouais, que c'est toujours plus pratique plus facile de vendre des jeux en dématérialisé de plus en plus et ouais. c'est pour ça qu'il y a aussi ce service-là, quoi. Oui et puis, mine de rien, il y a un gros aspect économique derrière parce que, ça rapporte plus
aux éditeurs et aux développeurs. Quand tu vends un jeu en ligne, bah, il y a pas l'intermédiaire du Non. magasin et sans l'intermédiaire du magasin, bah, évidemment, l'argent, il va directement dans la poche de l'éditeur, du distribu et du développeur sans passer par la case distributeur et ça, c'est un truc extrêmement important, et c'est, aussi pourquoi les éditeurs, et les constructeurs de hardware se battent là-dessus. C'est parce qu'il y a tellement d'argent à gagner que, ils peuvent pas, se dire, «On va continuer à éditer, ad vitam aeternam du physique». Tu vois? Il y a encore, allez, 10 ans, tous les jeux sortaient en physique et la Ouais. plupart sortaient en dématérialisé. Maintenant, ça devient exceptionnel que certains jeux sortent en dématérialisé, voire même tu as des jeux comme, bah, je vais prendre le cas du dernier Tortue Ninja, qui marche très bien en ce moment et c'est une boîte, comme Limited Run qui a annoncé que le jeu sortirait en physique au mois d'octobre. Ouais. Tu vois, il y a un tel décalage maintenant et la plupart du temps, ce sont des gens qui ont acheté le jeu en dématérialisation, qui vont aller racheter le jeu en physique, pour l'avoir quand même pour de vrai. Après, c'est des vrais passionnés, mais même je vois le cas d'Hades qui a été vraiment, je crois, le meilleur jeu de l'année 2020, du coup, c'est ça? Il a été Ouais, élu? Ouais, c'est ouais, ça. ouais, Mais de base, c'était un studio, ben, c'est un studio indépendant, du coup, Super Giant Games, qui a sorti le jeu en dématérialisé et la version physique, elle est sortie bien après sur Switch et tout ça. oui, Donc il y a vraiment ça se perd de plus en plus. Il faut vraiment que le jeu soit devenu, de toute façon, même ne serait-ce que tous les jeux indés, tous les jeux de petits studios, ou même les jeux faits par des personnes seules ou en petits groupes qui sortent en dématérialisé. Et c'est très rare quand ça sort en boîte, quoi, maintenant. ouais. C'est vraiment une case un peu élitiste, la boîte, qui n'est pas du tout représentative de tout le panel de jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est ça. Le jeu physique, en fait, est en train de devenir petit à petit, une espèce d'exception dans le paysage vidéoludique. Et c'est enfin, c'est que ce soit triste ou pas, qu'importe, c'est, une évolution naturelle. Mais, l'aspect un peu obscur de tout ça, c'est comme tu le disais, on n'est plus vraiment, comment dire? Possesseur de son propre jeu. Par exemple, les gens qui, au-delà de l'abonnement, les gens qui achètent des jeux en dématérialisé, par exemple, moi j'ai acheté, The Witcher 3 sur, PS4 avec, ses DLC machin, il est sur un disque dur. Mais si demain, pour faire la place sur mon disque dur, je le supprime et que je me dis: «Bah, c'est pas grave, je le retéléchargerai plus tard» et que Sony ferme son store, bah, ce jeu, je l'aurai plus jamais. Ouais. Alors que je l'ai acheté plein pot, Bah, tu vois? c'est ça qui est un peu dommage, hein, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus mais comme tu l'as dit, c'est vraiment une suite logique. Et quand tu vois pour rebondir un peu sur Netflix, Netflix a bien compris ça, hein, parce que pour aller au cinéma aujourd'hui, pour aller voir un film, c'est quand même, si t'es pas étudiant, c'est quand même 11 ou 12 euros par Ouais, film. c'est ça. Et que pour le même prix, tu as accès à je sais pas combien de films, à de séries chez toi. C'est dommage, hein, parce que c'est quand même vraiment différent l'expérience et tout. Bah, bien sûr. C'est quand même très différent l'expérience et tout, mais c'est un fait, ça se démocratise de plus en plus. On est vraiment dans une consommation, et même j'allais dire, une surconsommation de la chose, des produits, qui fait que maintenant, plus on a accès le système d'abonnement est de plus en plus présent dans nos vies, hein, que ce soit sur Oui, plein d'aspects différents. ouais, Mais je pense il manque encore une fois, je pense qu'il manque encore un peu de recul sur l'impact que ça a sur plein de sujets, mais ça va encore se démocratiser de plus en plus de ce côté-là. ouais, tout à fait et tout à l'heure, on abordait un sujet qui me semble aussi très important, c'est que, ces abonnements, ça cache aussi alors, on sait qu'il y a des éditeurs qui, enfin les constructeurs de hardware qui, donc Microsoft, Nintendo et Sony qui mettent leurs jeux enfin, pas Nintendo, pardon, mais Sony et Microsoft qui mettent certains de leurs jeux sur leur, zone de téléchargement et on va zoomer surtout sur Xbox parce qu'avec les jeux Day One, donc les jeux Day One, c'est les jeux qui, sortent, le premier jour de leur exploitation directement sur le Game Pass. La question qui se pose derrière, c'est la rémunération des développeurs et des studios, de création de ces jeux. Alors comme on le disait tout à l'heure, il y a un flou complet. Personne ne sait combien Microsoft débourse pour, avoir, tel ou tel jeu Day One sur son Game Pass. Mais on a quand même, des indices parce que, souvenez-vous
l'année dernière, dans le passé, il y a eu cette petite affaire entre Epic Games Store et Apple, au sujet de Fortnite et Oui. des microtransactions qui rapportaient pas assez, enfin qui rapportaient plus à Apple qu'à Epic Games Store et cetera. Enfin, on va pas refaire le match. Mais au cours du procès, on a pu avoir accès, à certains documents qui ont montré combien l'Epic Games Store avait déboursé pour avoir certains jeux «gratuits» entre guillemets, à mettre en téléchargement gratuit auprès des joueurs. Alors vous savez, je crois que c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours, l'Epic Games Store propose un jeu en téléchargement gratuit, vous le téléchargez et il est à vous pour toujours. Ce qui Donc est vraiment cool pour le coup de faire ouais, cette proposition. Epic Game Store qui est de plus en plus en train d'essayer de concurrencer le gros bousin qu'est Steam. Mais ça ouais. marche de plus en plus à Epic Game Store qui a récupéré pas mal de jeux intéressants, hein. Ouais, tout à fait et justement, parmi les chiffres, on va vous enfin, je vous le fais, très rapidement. Par exemple, Subnautica, pour qu'il, puisse, arriver sur Epic Games Store, Epic Games a dépensé 1 400 000 Directement heu, dans les poches de l'éditeur. directement dans la poche, c'est, Unknown Worlds, je crois, Unknown Worlds, les développeurs, enfin, directement dans leur poche. On avait aussi, qu'est-ce qui va être intéressant? Torchlight, par exemple, ça a été 150 000 pardon, qui a été déboursé. Limbo, c'est, 350 000. Mutant Year Zero, c'est 1 million qui a été sorti et alors accrochez-vous, pour avoir Batman Arkham, c'était 1 500 000. C'est quand même énorme juste pour proposer Des jeux des gratuits. jeux gratuits, quoi. C'est ça. L'enjeu derrière, c'est que bien évidemment, à chaque fois qu'il y a des jeux gratuits, c'est de ramener des nouveaux abonnés. C'est-à-dire, ramener des gens qui vont, créer un compte Epic Games pour pouvoir télécharger le jeu. Donc c'est assez épique. Alors pour faire un petit ratio, hein, sur, enfin, je crois que ça couvre 2 années d'exploitation d'Epic. Ils ont déboursé plus de 11 millions pour ramener 4 900 000 abonnés. Enfin, création de compte, pardon. Donc on peut supposer que, Microsoft, sachant qu'ils essaient tous de s'aligner les uns sur les autres, Microsoft doit débourser à peu près les mêmes sommes pour avoir ces jeux Day One. Et du coup, C'est là, mais du coup, par contre, là, ça s'adapte au Game Pass qui, lui, est payant par là, pour le coup. Voilà, tout à fait. Derrière, l'enjeu, c'est que, bah, c'est aussi de ramener des abonnés, quoi. C'est, tel jeu est arrivé dans le Game Pass, tu veux l'avoir, paye ton abonnement. Mais c'est quand même cool, je trouve que globalement, c'est vraiment, là, c'est vraiment le système business de la concurrence. Mais il y a vraiment un gros, qui permet vraiment à tout le monde de s'élever un peu, tu vois. Oui, Mais même Epic Games, sur ce coup-ci, ils ont quand même le nez pour beaucoup de choses, hein. Ils ont récupéré Rocket League parce que le jeu n'est plus disponible sur Steam. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps parce que moi j'ai toujours joué à Rocket League sur Steam, mais en fait on peut plus l'acheter du tout sur Steam. Il est que dispo ouais, sur l'Epic Game Store. ouais, Même Hades, c'est eux qui ont chopé l'exclusivité le plus rapidement. oui. Même Outer Wilds évidemment. Qu'ils ont allongé la monnaie pour récupérer toutes ces exclusivités-là. Et ça, encore après, c'est même en dehors de ça, c'est même la guerre des exclusivités, quoi, hein. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une vraie guerre des exclus derrière et cet argent-là, il est mine de rien hyper important aussi pour les développeurs. Parce que quand tu as, Microsoft ou Epic Games qui te fait un chèque de 1 500 000 pour que ton jeu arrive derrière sur le Game Pass ou, sur l'Epic Games Store, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les caisses du développeur se remplissent d'1 500 000 pour des projets futurs et ça, c'est absolument énorme pour l'économie. Oui, c'est vrai que comme on disait, du point de vue des développeurs, c'est toujours très très bien, hein, ce genre de pratique, quoi, hein, pour le coup, Ouais. hein. Et alors, sachant que bien sûr, si Sony et Nintendo, proposent pas ce genre de truc, c'est aussi parce qu'il y a pas la même puissance financière derrière, hein. Tout à l'heure, on en parlait en off, mais le chiffre d'affaires de Nintendo pour, 2021, c'est, 12 000 de dollars, 12 milliards d'euros, pardon. Sony, c'est 81 milliards de dollars et accrochez-vous, Microsoft, c'est 161 milliards de dollars. Alors bien sûr, c'est pas que sur la sphère console, que Et sur la oui, sphère jeu, Nintendo, c'est que la sphère jeu et console pour le coup, c'est hein. ça. Mais ça montre aussi la puissance financière qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une boîte comme Microsoft qui a 161 milliards de chiffre d'affaires,
heu, quand il s'agit de faire un chèque d'1 million de dollars pour avoir un jeu sur son Game Pass, c'est pas un problème. Ouais. Alors que si Nintendo devait faire la même chose, il serait vite saigné, quoi. Mais après, encore une fois, c'est pas le même public, c'est pas la même Bien chose, sûr. c'est pas. Mais c'est vrai que voir toutes ces différences et toutes ces offres très différentes qui s'adaptent vraiment, c'est assez déroutant. Hein. On sait pas trop des fois comment s'y retrouver et tout. Parce que même je vois, ça se démocratise de plus en plus, mais même pour digresser un peu sur Steam a toujours eu la main très très forte sur le support de launcher de jeux PC, quoi. Ouais, Mais en même temps, ils prennent 30%. C'est colossal, je trouve ça colossal, quoi. oui. 30% de toutes les transactions, ils prennent en termes de jeux. Ah, c'est absolument énorme, hein. C'est C'est, c'est- c'est comme si vous vous tapiez une TVA de 30% sur tous les achats que vous faites. C'est c'est incroyable. Donc pour certaines grosses productions, ils s'en foutent, hein, clairement, mais pour les petits jeux indés de petites équipes indépendantes, c'est compliqué de sortir un jeu sur Steam aujourd'hui. Hein. Ouais, Donc c'est pour ça que justement, c'est d'ailleurs pour cette raison que d'autres supports comme l'Epic Game Store arrivent à émerger, hein, parce que pour les développeurs, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il y a tout ce système avec les codes créateurs et tout que les influenceurs ou ce genre de choses peuvent utiliser oui, pour pour avoir des arriver. rémunérations supplémentaires, ouais. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement passionnant, de toute façon, dans tous les cas, toutes ces choses-là, parce qu'il y a plein d'aspects différents qui font que le service est différent et s'adapte à un public éparse. Oui, Et c'est quand même globalement, c'est vrai que j'étais un peu pessimiste et un peu pas triste, c'est pas le mot, mais un peu en dents de scie face à cette émergence d'abonnements, cette émergence de services et tout. Mais on peut quand même, avec toutes les propositions de Kemar, on peut toujours trouver son compte en tant que joueur aujourd'hui. Et c'est quand même, de ce point de vue-là, c'est quand même assez cool. ouais, tout à fait. Le jeu vidéo n'a jamais été aussi accessible. Aujourd'hui, il faut pas quand même faut quand même pas le négliger. À une certaine époque, c'était quand même, ne serait-ce que pour acheter la console et les jeux et tout, c'était quand même assez cher. Oui. Et là, c'est vrai qu'on peut quand même vraiment trouver des choses très, très, très différentes pour pas très cher. Il y a toujours des offres et des opportunités, ne serait-ce que l'Epic Game Store, où on peut télécharger des jeux gratuits maintenant, Bah, c'est régulièrement ça, et c'est tout. qu'avec ce genre de proposition, techniquement, quelqu'un qui a un PC peut jouer gratuitement parce que, tu crées un compte Epic Games Store, tu télécharges les jeux qu'on te propose tous les 15 jours, tu peux jouer gratuitement. Genre, on met de côté les free to play, hein, ça c'est encore autre chose. Mais, si tu as un budget assez restreint. Je pense, par exemple, aux étudiants. Si tu te fais offrir une Series S, ben, si derrière tu arrives à gérer juste 10 € par mois pour pouvoir, jouer à divers jeux, ben, tu as ton Game Pass et tu peux jouer à ce que tu veux, quoi. Tu as un catalogue de quasiment 400 titres. C'est quand même assez confortable et ça permet aussi, de s'ouvrir sur un public plus large. Bien Heu sûr. Parce que c'est vrai, comme tu disais, hein, il y a toujours ce problème d'élitisme dans le jeu vidéo et à une époque, le jeu vidéo, c'était un luxe. On va pas se leurrer, hein, c'est des PC Master Race, ça coûtait, 2 SMIC, tu bah, C'est mine toujours de le cas rien, pour le PC, hein, pour le coup. Hein. pour le Master Race, c'est vrai. C'est Mais c'était encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Et maintenant, ben, on peut trouver des solutions pour pouvoir accéder quand même à des catalogues de jeux assez vastes pour un budget modeste. Et ça, c'est quand même un vrai luxe, quoi, aujourd'hui. Bah, oui, oui, c'est clair, hein, vraiment, si les gens ils veulent pas se prendre la tête, surtout comme tu dis, les étudiants ou les gens qui ont pas trop d'argent, hein, ils peuvent se faire offrir à Noël le pack Game Pass pour l'année et on n'en parle plus. Il a ses jeux pour l'année, quoi, hein, ne serait-ce qu'en Ouais. ligne ou quoi que ce soit. Et c'est quand même vraiment, ils le savent maintenant. Hein, mais même au-delà de ça, c'est quand même très 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 cool, quand même que le jeu vidéo se démocratise de plus en plus. Et ça se voit sur toutes les offres qui sont proposées et c'est quand même assez cool pour le notifier, quoi. Ouais, carrément, Là, je suis un carrément peu ça. plus optimiste qu'au début du podcast. Mais, Et mais c'est ça voilà. la magie de l'édito JV. Ça nous On amène à y penser à réfléchit autre chose. pendant, tu vois, on y réfléchit pendant et c'est pour le coup, c'est quand même vraiment cool.
Et je Ouais. pense que, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais Non, mais on a fait écoutez, pas mal de écoute, pour tours, hein. moi, ouais, pour moi, en plus, on finit sur une note positive et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment très, très cool, c'est vraiment très, très cool. Moi, j'étais comme je disais, j'étais pas parti pour en parler en bien, mais au final, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, écoute, on a fait quand même un bon bout de chemin là. Est-ce qu'on finirait pas avec, nos, petites recommandations? Des petites recommandations du moment. Ouais, Je te laisse commencer ou tu veux que je commence? Parce que moi, c'est très, 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 vas-y, je sais que tu crèves d'envie, c'est vas-y. très, très, très mystérieux. J'en ai absolument pas parlé pendant ce podcast de ce que je veux parler. On va évidemment parler d'Outer Wilds, évidemment, que j'ai fini il y a pas très longtemps, qui est pas récent, hein, qui est sorti sur l'Epic Game Store en 2019, justement, en mai 2019, il me semble, Ouais, et dont le DLC Echoes of the Eye est sorti en 2021. Moi, je veux vraiment parler de ça parce que en dehors de l'aspect personnel qui vraiment moi Outer Wilds m'a énormément touché sur plein de choses vraiment à titre personnel quoi, hein. Que ce soit le propos de fond, que ce soit vraiment les sujets abordés et tout ça, ça m'a vraiment parlé et voilà, mais au-delà de ça, c'est ça demande Outer Wilds demande vraiment énormément d'explications, que ce soit dans le propos, que ce soit dans le gameplay, les énigmes, tout ça, et il faut vraiment être préparé à ce qui nous est demandé dans le jeu, mais si on est prêt à s'engager, ça fait partie, moi, de mes meilleures expériences de jeux vidéo et ouais. ça changera pas. Vraiment, en plus, j'ai fini le jeu, à l'heure où on tourne le podcast, j'ai fini le jeu samedi dernier et j'ai fini le DLC. Non, j'ai fini le jeu il y a 2 semaines et j'ai fini le DLC il y a même pas une semaine, donc j'ai enchaîné direct. Et le DLC est tout aussi bien et ça rajoute vraiment encore au propos de fond. Et vraiment, Outer Wilds, pour moi, est une des meilleures œuvres, mais je le dis vraiment, tous mes potes qui n'ont jamais joué à Outer Wilds, je leur dis, mais faites-le s'il vous plaît, quoi. Parce que ça demande énormément d'implication émotionnelle et même cognitive, mais c'est vraiment, pour moi, c'est ça le jeu vidéo, vraiment. Ouais. Là, Euh, tu en parles avec passion, ça fait vraiment plaisir. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un jeu exceptionnel. Moi, j'ai pas encore fait le DLC, mais je vais m'y mettre et c'est vrai que c'est prêt. ça fait partie des jeux qui sont comment dire? Qui donnent leur lettre de noblesse aux jeux vidéo. Tu vois, là, sur Outer Worlds, on est vraiment sur une œuvre d'art vidéoludique. Complètement. C'est quelque chose qui est vraiment bouleversant, va venir te provoquer des choses chez soi, avec tes enfin, qui va jouer avec tes tripes, quoi et en même temps, il y a une direction artistique une vision d'auteur qui est assez incroyable. C'est un jeu, vraiment magnifique et ouais, jouer à Outer Wilds, quoi. Ouais, Voilà, mais que dire d'autre, non, mais clairement. Mais en plus, ce que je te disais en off, c'est que il y a vraiment en fait, le truc, c'est que je trouve que le propos du jeu, il s'adapte vraiment au gameplay. Et au Oui, point que je t'avais proposé de faire un épisode édito qu'on pourra faire dans quelques temps, je pense, peut-être, peut-être, ouais. sur le jeu. Parce que le simple fait qu'on ne puisse pas rejouer au jeu, on ne peut pas, quand tu as fini le jeu, tu peux y rejouer pour explorer, pour ne pas le laisser partir tellement l'aventure était belle, de pas laisser partir ses personnages et tout, mais quand tu as fini le jeu, tu ne pourras plus jamais le redécouvrir. Et ce qui est l'intérêt du jeu, c'est vraiment de la découverte. Ouais, Et c'est vraiment un pari risqué dans la sphère vidéoludique d'aujourd'hui. Il n'y a aucune rejouabilité. oui, Dès que tu as appris toutes les ficelles du jeu, bah, c'est fini, quoi. C'est fini et ça s'adapte au propos du jeu qui est de laisser partir tout ouais, ça. Et je trouve ça assez fantastique comme le gameplay s'adapte au propos et inversement, quoi. ouais, Voilà. ouais, moi, écoute, je vais faire une recommandation qui est, Vas-y, à peu dis-moi. près dans le même acabit, enfin, on va tout de suite comprendre. Moi, je vous recommande vraiment de jouer à What Remains of Edith Finch, Bien sûr. qui Je est, ne l'ai pas fait, honte à moi. c'est aussi un jeu bouleversant, quoi. Comme pour Outer Wilds, c'est un jeu qui, une fois fini, on ne peut pas y rejouer. C'est typiquement le genre de jeu où, si, vous courez après les trophées, faut pas y jouer, ça sert à rien. C'est un jeu qui est une expérience narrative, c'est un walking simulator où on va suivre une personne qui essaie de comprendre ce qui s'est passé dans sa famille et pourquoi on dit de sa famille qu'elle est maudite. Je caricature, hein, mais globalement, c'est ça le truc et on va jouer, à travers les yeux d'une jeune femme qui va explorer une maison et cette maison, elle regorge de secrets et plus on découvre ces secrets, plus on comprend le pourquoi de cette idée de malédiction qui n'en est pas vraiment une
et c'est bouleversant. Il y a 50 idées de gameplay, on explore le passé, des personnages à travers leurs yeux. On voit le changement de la maison au fil des âges et c'est, une œuvre, mais juste magique, quoi. Il faut jouer à What Remains of Edith Finch. Si vous aimez le jeu vidéo, il faut y jouer. Je n'y ai pas joué, honte à moi. Je sais qu'il faut absolument que j'y joue, hein. Donc je vais me lancer ça là-dessus très rapidement. J'ai tellement une liste de jeux vraiment bien. Je sais que je fais. Je rajoute un petit truc que tu m'as conseillé en off, c'est The Artful Escape, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'il faudrait que je fasse aussi au niveau du propos de forme. Mais je trouve que maintenant le jeu vidéo, il y a vraiment eu ce cliché du jeu vidéo un peu comme un média Un peu décérébré, quoi. ouais, un peu décérébré, mais Ouais. il y a vraiment des productions vraiment très artistiques avec vraiment de vrais sujets qui sont amenés, et je trouve que c'est encore une note positive pour finir ce podcast, hein, une Mais bonne fois c'est pour ça, toutes. mais c'est ça. Mais c'était le podcast de la positivité. Exactement. Bah écoute, je te propose qu'on se dit à une autre fois maintenant. Bah, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Loup, d'avoir, co-animé ce podcast passionnant. On te retrouve comme d'hab sur, Actu Gaming et sur, New Game Plus et je continue à raconter des trucs qui énervent tout le monde sur écran large. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.